Alors, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver ce soir, en partie en présentiel, en partie à distance. Alors, ça fait quand même maintenant, depuis 2019, avril 2019, que la ministre de la Santé de l'époque a lancé une feuille de route sur la stratégie du numérique en santé. Vous devez tous vous en souvenir, vous deviez y être. Et cette feuille de route, elle était bâtie autour de la petite maison, la maison que nous on appelle la maison de Dominique Pont, une maison urbanisée qui décrivait ce qu'il fallait faire pour développer le numérique en santé, notamment autour d'abord des fondations de la maison, les référentiels et services socles, ensuite des services, et puis pour arriver à développer l'innovation et à être sur le toit de la maison ou même dans les nuages, comme le Dominique et Laura le décrivent si bien. Alors, on a quand même pas mal avancé depuis lors. Nous, on est quand même assez contents. J'espère que vous aussi, vous êtes contents de ce qui a été fait. Puisque finalement, sur cette première partie, sur les référentiels et services socles, où l'ANS est en première ligne, on a publié une doctrine du numérique en santé. On a développé des référentiels et des services qui, aujourd'hui, sont publiés notamment dans le cadre des dossiers de spécification de référencement pour le Ségur. Mais ce qui était nouveau dans cette feuille de route, c'était que ces référentiels et services socles, on les a fait avec vous, avec l'écosystème, avec les industriels, avec des professionnels de santé, des établissements de santé, avec le secteur médico-social, c'était aussi une des premières, et on l'a fait aussi avec des citoyens. Et ça, on est très fiers de ça. Mais bon, vous avez tous vu, on a lancé Mon Espace Santé. Alors, je ne me suis pas déguisée en cosmonaute. Il paraît que ce n'est pas le bon espace. C'est une réussite. On a tenu nos échéances. On a fait ce qu'on a dit. La CNAM et la DNS ont fait un très, très gros boulot sur Mon Espace Santé. Donc, il va y avoir nos documents de santé, les citoyens au cœur de leur santé, une messagerie, pour échanger avec les patients, un agenda. Mais maintenant, cet espace de santé, vous le savez tous comme moi, il va falloir qu'on arrive à le remplir. Il va falloir qu'on arrive à faire en sorte qu'il soit adopté, aussi bien par les usagers que par les professionnels de santé. Et il va falloir que, finalement, ça rentre dans notre quotidien. Alors, cette partie convaincre, faire en sorte que ça marche, c'est ce qu'on fait tous les jours à l'Agence de numérique en santé. Mais on ne peut pas le faire tout seul. Il faut vraiment que vous le fassiez, que tout le monde se relève les manches, parce que c'est maintenant que ça se joue. Parce que si on n'arrive pas à prouver aux médecins que ça va leur apporter quelque chose, aux citoyens que ce qu'on fait sur Mon Espace Santé pour les échanges de données de santé, c'est sécurisé, on aura finalement raté notre coup. Donc tous les investissements là, qui ont été mis sur le Ségur pour arriver à créer cette dynamique, ça sera foutu encore pour quelques années. Donc voilà, on compte tous sur vous pour que vous développiez vos logiciels, pour que vous arriviez à convaincre sur le terrain vos professionnels de santé, les gens que vous croisez, les usagers, que oui, ce qu'on fait, c'est bien et que ça va apporter une vraie valeur ajoutée. Moi, j'étais très fière parce que mon contrôleur financier, vous savez qu'à l'Agence du numérique en santé, on a un CGFI, on a notre contrôleur financier. Il m'a dit, moi, je suis hyper fière de travailler de contrôler l'Agence du numérique en santé parce que j'en ai parlé à mon pharmacien et mon pharmacien, il attend ça avec impatience. Et du coup, on a discuté pendant un quart d'heure. Voilà, donc ça fait partie du petit buzz positif. Donc, on compte sur vous, sur ces parties-là. On vous accompagnera, on va vous l'expliquer là ce soir. Et puis, ça va aussi permettre de développer une nouvelle forme d'innovation et de faire en sorte qu'on est sur des fondations solides sur cette innovation. N'est-ce pas, Marc ? Évidemment. Moi, je vais revenir peut-être rapidement sur le 14 décembre dernier. C'était la date de l'inauguration de Paris Santé Campus, où le Premier ministre ainsi que ses ministres étaient présents ici, avec les membres fondateurs de Paris Santé Campus, les startups également, qui avaient été reçus pour le premier appel à la candidature. Et le premier appel Ah, c'est le direct. Excusez-moi, oui, c'est mieux.
Donc effectivement, le Premier ministre a rappelé effectivement, lors de l'inauguration, si cela était nécessaire, que la France avait accumulé du retard dans la recherche, notamment dans le domaine des médicaments. Et la volonté politique qui a été réelle et concrétisée par la création de ce site pour combler ce retard, et mieux encore, pour faire que la France soit un leader de l'innovation en santé numérique en Europe d'ici 10 ans. Donc ça, et pour faire ça, effectivement, c'est comment on va le faire concrètement. Donc la première des choses, effectivement, il était indispensable d'asseoir la souveraineté des données, mais aussi auprès de nos industriels. C'est pour ça qu'on est là et qu'on travaille avec vous, comme le rappelait Annie. L'autre chose, c'est qu'en promouvant concrètement les standards dans le domaine de l'interopérabilité, dans les exigences de cybersécurité, la ANS vous accompagne concrètement dans la mise en conformité de vos services, de vos produits en tant qu'industriel. Et on vous accompagne concrètement pour que ces services soient déployés ensuite. Donc l'idée, c'est qu'effectivement, les industriels et les startups puissent évidemment être forts sur leur marché domestique, puissent pour pouvoir ensuite partir à l'export. Donc nous avons concrètement commencé par construire refondre notre site e-santé.gouv.fr avec un espace dédié pour les industriels. Cet espace permet d'accéder à l'ensemble des démarches de référencement, donc le Ségur numérique évidemment, ça a été rappelé, la télésurveillance, bientôt les accès anticipés de vos logiciels. Le détail de ces démarches que vous avez sur le guichet d'accompagnement vous sera détaillé par Nathalie Renaud, qui est responsable du guichet d'accompagnement des industriels. L'idée principale de ces démarches d'accompagnement des industriels et des startups, c'est de pouvoir évidemment simplifier les démarches avec l'apport de nouveaux services, compte personnel, tableau de bord, mais aussi avoir des espaces aussi pour faciliter l'ergonomie des outils et puis d'avoir un support plus personnalisé, plus proche de vos besoins en tant qu'industriel. Nous soutenons également l'innovation par des événements comme celui-ci, évidemment, et comme des événements qui vont avoir lieu prochainement. Donc, je me permets de faire un peu de promo pour le Projectathon qui aura lieu du 14 au 16 mars prochain. Et puis, au travers de futurs appels à projets d'innovation qui vous seront présentés aujourd'hui. Donc, appels à projets qui sont construits en partenariat avec le ministère. Et puis j'en profite également pour vous présenter notre responsable innovation, donc Céline, qui vous parlera de l'offre de services pour les sociétés innovantes qui ont rejoint Paris Santé Campus et pour lequel nous allons devoir finaliser cette offre avec vous, startups qui ont rejoint ce site magnifique de Paris Santé Campus. Voilà, j'en ai fini. Je passe volontiers la parole à Nathalie pour la suite de la soirée. Merci. Donc vous avez compris, maintenant on va parler accompagnement et comment l'Agence du numérique en santé peut vous accompagner, chacun d'entre vous, dans vos projets. Alors déjà pour commencer, quelques chiffres. L'idée, c'est pas de rentrer dans le détail avec vous. L'idée, c'est juste de vous montrer que les choses bougent et que ça bouge très vite. Alors bien sûr, on a été les uns et les autres portés par le développement lié au confinement et à la crise du Covid, qui a beaucoup développé tous ces usages numériques. On a vu notamment une grosse augmentation au niveau des téléconsultations, au niveau de tout ce qui était l'échange des messageries sécurisées. On a le Ségur, bien sûr, qu'Annie a évoqué en introduction, qui porte aussi de nombreux usages. Et puis, on a certains services qui existaient déjà avant cette crise et qui ont vu leur essor excusez-moi pour ce terme, qui ont vu cet essor pendant cette période où on a dû mettre en place des solutions innovantes numériques. Par exemple, donc ProSanté Connect, qui a vu ses usages exploser pendant cette période. Une fois qu'on a posé tout ça, on remarque quand même qu'il y a des freins à cette innovation dans le numérique en santé. Ces freins, ils sont dus à un fort besoin de compétences réglementaires. Et ils sont dus à une question de temps.
Le temps est très important quand vous développez vos solutions et que vous voulez les mettre sur le marché. À partir de là, nous, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Notre rôle à nous, au-delà de simplement d'écrire des doctrines et de décrire des réglementations, c'est de vous accompagner pour construire au mieux vos roadmaps, pour que vous puissiez gagner ce temps et porter le plus rapidement possible vos solutions sur le marché. Pour ça, ce qu'on vous propose, c'est une approche qui soit pragmatique et la plus opérationnelle possible. Ça passe par 3 grands axes. Donc déjà, vous créez un point d'entrée unique à l'agence. C'est quelque chose que vous nous avez beaucoup demandé. Ça passe à la fois par des outils, donc on a ce fameux portail industriel qui vous est directement destiné, et aussi par une équipe d'accompagnement. Alors profitez-en, ils sont parmi nous ce soir, vous pourrez échanger avec eux tout à l'heure. Notre deuxième grand axe, c'est de vous proposer des parcours d'auto-évaluation et de référencement pour vos solutions, et ça passe par un outil que vous connaissez peut-être et qui s'appelle Convergence. On en parlera un petit peu plus tard ensemble. Et enfin, ce qu'on vous propose, c'est de vous offrir une visibilité. À partir du moment où vos solutions sont conformes, ce qu'on vous propose, c'est de vous mettre en visibilité de vos utilisateurs pour vous permettre de toucher vos cibles. Ce qu'on vous propose là, c'est donc plus qu'un simple site internet, c'est tout un ensemble de services qui répondent à vos besoins le mieux possible. Donc vous avez tout ce pôle d'accompagnement avec des gens donc, qui sont là à votre disposition et qui sont dédiés à votre accompagnement de premier niveau. Ça passe par une simplification de tous nos process, de tout ce qu'on vous met à disposition pour que ce soit plus rapide, moins coûteux, efficace. Donc principalement via ce portail qui vous est dédié. Et nous avons aussi tout ce qui est de l'animation. Alors nous avons des événements, les Journées nationales des industriels par exemple, que vous devez connaître, ce qu'on fait ici aujourd'hui avec vous, et qui vont nous permettre de construire et d'avancer tous ensemble. Alors pour mettre en place toutes ces solutions, on a posé des personas. Ce sont des personas qu'on a créés avec vous durant toute l'année passée, avec une 50aine de personnes de profils très variés qui nous ont permis d'identifier quelles étaient nos cibles prioritaires. Alors bien sûr, on va les enrichir dans les temps à venir, mais vous avez là donc les 3 profils qui nous sont ressortis comme étant les plus prioritaires. J'y reviendrai tout à l'heure et on verra ensemble ce qu'on peut offrir à ces différentes personnes. Déjà, pour commencer, quel est ce portail qui vous est dédié et dont on vous parle depuis le début de cette rencontre? Alors, vous voyez ici le nouveau portail de la e-santé, donc qui est porté par l'Agence du numérique en santé, à l'intérieur duquel vous retrouverez ce portail dédié aux industriels. Notre objectif, c'est donc bien d'accélérer vos démarches, d'accélérer votre mise en conformité en vous offrant des parcours qui soient plus simples et surtout qui soient personnalisés. On vous propose différents types d'accompagnement en fonction de vos besoins. Donc j'y reviendrai tout à l'heure avec nos personas. On vous propose de vous aider aussi à construire vos roadmaps. Donc on a cette fameuse plateforme Convergence qui vous permet d'auto-évaluer votre solution et de savoir où vous en êtes et de voir le reste à faire et de mieux construire vos roadmaps pour vous mettre en conformité plus simplement sans perdre de temps. Vous retrouverez aussi un accès à la plateforme Genius qui, elle, est une boussole large du numérique en santé et qui vous permettra d'avoir un accès simple à toute la réglementation, aux acteurs et aux différents types de financement qui existent. Donc ça, c'était vraiment pour le cas général. Maintenant, si on rentre dans vos cas pratiques à vous, dans ce qui peut répondre à vos besoins. Le premier persona qu'on a identifié, donc c'est Aurélien Tech. J'imagine qu'il y en a parmi vous qui correspondent à ce profil aujourd'hui. Donc lui, il est CTO dans une licorne de la e-santé. Il sait exactement quel service il veut implémenter. Par contre, il a besoin de le faire sans perdre de temps, d'une manière très pratique et rapide. Pour répondre à son besoin, on va lui proposer sur ce nouveau portail des fiches par produit et service synthétiques qui vous permettent d'avoir l'information en une seule fois sans chercher. Tout est là, c'est simple, c'est didactique. Vous avez des schémas, des guides pas à pas, les chiffres clés, les FAQ. Vous n'avez pas de questions à vous poser. Vous avez besoin d'un service, tout se trouve ici. Notre deuxième cas de figure, alors ça va être Elena Kerr. Elle travaille dans une start-up. Elle a cofondé sa start-up et maintenant elle a besoin de savoir comment se dessine la stratégie nationale, comment construire sa roadmap pour ne pas perdre de temps et ne pas perdre d'argent.
Elena, nous allons lui proposer de l'accompagner directement. Donc elle va pouvoir solliciter nos équipes pour mieux comprendre ce qui se passe et comment construire sa roadmap. Donc ça fait partie de ce que je vous montrais tout à l'heure et qui était demandé à être accompagnée. Donc Elena, elle a besoin d'être conseillée plus personnellement, de comprendre ce qu'on attend d'elle, ce qu'on attend de sa start-up, comment se rendre conforme facilement et sans perdre de temps. Je crois qu'on a un problème avec cet accompagnement personnalisé. Notre troisième persona, c'est Cédric Bonny. Alors lui, il est PO chez un éditeur de logiciels de numérique en santé. Il connaît déjà l'ANS, il a déjà une solution. Par contre, ce qui l'intéresse, c'est le Ségur. Il voudrait faire référencer sa solution. Par quel bout prendre le sujet? Eh bien, on a une partie qui est entièrement dédiée à ça sur ce portail. Donc nous avons une partie sur ce portail qui est entièrement dédiée au Ségur, dans laquelle vous allez retrouver toutes les informations à la fois pour comprendre ce qu'est le Ségur, est-ce que ça vous concerne ou pas, si ça vous concerne, ce que vous devez faire. Vous allez retrouver toute la documentation à la fois officielle, mais aussi les documents de synthèse qui vous permettent d'accéder plus facilement à l'information, des vidéos pédagogiques et des pas à pas. Donc n'hésitez pas, si vous avez une question, votre point d'entrée, c'est là. Donc ce que j'essaye de vous démontrer ce soir, en fait, c'est que de partant de notre activité d'écrire la doctrine du numérique en santé, de porter cette doctrine sur le terrain, pour vous permettre de mettre vos logiciels en conformité et de les rendre visibles, nous essayons d'avoir une démarche qui soit la plus pragmatique possible et qui vous rende service et qui soit la plus opérationnelle possible. Ce qu'on essaye, c'est vraiment de faire quelque chose qui soit concret et qui soit utile pour chacun d'entre vous. Tout ce qu'on est en train de construire, on le construit avec vous. Le portail que je viens de vous montrer, on l'a construit tout au long de cette année avec une 50aine de personnes qui ont participé à nos ateliers de travail. Vous voyez que sur ces 3 domaines qu'on est en train de mettre en place, donc que ce soit ce portail, l'accompagnement ou toute la communauté qu'on développe autour, on a encore du chemin à faire. Et pour cela, on a besoin de vous pour pouvoir vous proposer des solutions qui soient les plus adaptées à vos besoins. On a besoin que vous nous expliquiez quels sont vos besoins. Et donc, je vous invite tous à rejoindre notre communauté des industriels. Ça nous permettra de vous solliciter pour des ateliers de travail, de vous proposer des événements qui pourraient vous intéresser et de vous inclure dans tous ces échanges avec vos pairs ou avec nos experts. Donc n'hésitez pas, si vous le souhaitez, inscrivez-vous à la communauté. Alors je vous ai parlé de la France, de ce que fait l'Agence du numérique en santé en France. Maintenant, on va ouvrir un petit peu nos horizons et je vais passer la parole à Antoine de Marassé qui va vous parler de l'Europe. Donc, merci beaucoup. Avant d'aller au CES, je vais vous proposer de venir un petit voyage avec moi dans les États membres de l'Union européenne. Et on va monter un petit peu de nos frontières. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'échanges de données transfrontaliers et des cas d'usage sur lesquels on travaille au quotidien avec la DNS. Donc, je suis Antoine du pôle Europe. Je suis avec Angelica et ceux qui travaillent avec nous au quotidien, c'est que vous connaissez peut-être, c'est Isabelle Zablit. Donc nous, notre travail, c'est d'être au quotidien donc avec la Commission, les États membres, pour permettre l'échange de données. Donc, tout ce qui est transfrontalier entre États membres, ça veut dire réceptionner de la donnée d'un patient européen qui vient en France, ou de permettre de traduire, transcoder la donnée d'un Français dans un autre État membre. L'objectif, c'est de permettre donc cette libre circulation du patient, du professionnel de santé et de sa donnée. Pour répondre à ça, aujourd'hui, on a différents cas d'usage. On a des programmes qui sont encore du domaine de l'innovation et d'autres qui commencent à être très matures. Les 2 cas d'usage aujourd'hui matures vont être au niveau du volet de synthèse médicale, équivalent données patients. Et l'autre cas d'usage aujourd'hui sur lesquels on a plusieurs États membres qui travaillent bien vont être au niveau de la e-prescription et e-dispensation. L'objectif médicamenteuse, l'objectif c'est d'aller par exemple dans un autre État membre avec ma e-prescription française en pharmacie en Finlande et pouvoir me faire prescrire la substance dans cet autre pays. En termes de nouveaux cas d'usage sur lesquels on va atterrir en termes de spécifications techniques et fonctionnelles à l'été. On va travailler sur l'extension aux maladies rares, à peu près plus de 6200 maladies rares, là je regardais recensées par l'INSERM. L'aide de sortie d'hôpital, résultats de labo et imagerie médicale. Donc là-dessus, nous, en tant qu'OKNS, en fait, on se positionne comme un opérateur. On a développé ce NCPEH, ce point de contact national. Donc on est en fait ce nœud dans le maillage européen. Et ce maillage européen s'appelle Ma Santé @ UE.
Là-dessus, nous, on déploie notre propre réseau pour accueillir la donnée patient. Voilà, l'objectif, c'est de... je vais vous montrer tout de suite l'objectif. C'est très concret, c'est sorti cet été. Et donc, un des premiers résultats, c'est une interface URL libre pour les professionnels de santé, www.cesali.fr, service gratuit sur lequel on se log via Pro Santé Connect, ICPS, CPS, bien sûr. On a utilisé les références socles. Donc tous les professionnels de santé, à part la médecine du travail, mais toutes les professionnels de santé peuvent aller consulter, du coup, réceptionner la donnée d'un patient européen. Donc on parle d'un patient portugais, par exemple, qui est en station balnéaire en France, qui a un pépin de santé. On parle d'un voyageur d'affaires de Croatie sur Paris qui devient patient ou qui doit passer en pharmacie, qui doit passer en urgence. Enfin, voilà un peu l'objectif. L'idée donc, dans ce volet de synthèse médicale, c'est d'avoir différentes sections cliniques. Depuis l'allergie, le traitement en cours, le dispositif médical au niveau de l'aspect européenne, et puis les interventions chirurgicales qui vont en fait permettre une meilleure connaissance pour le professionnel de santé de la condition du patient. Là-dessus, du coup, le gros travail, c'est de traduire cette donnée structurée, la transcoder, ça veut dire l'amener sur nos terminologies à nous, la mapper en fait sur nos systèmes de terminaux, et de permettre en fait un accès dédié pour le professionnel de santé. Là-dessus, à l'été 2021, on a fait Portugal, Croatie, République tchèque et le 4e, Malte. On est en ce moment en train de faire les tests avec le Luxembourg, 2 régions d'Espagne, l'Estonie. Et à partir de la semaine prochaine, je commence des nouvelles campagnes de tests avec 2 nouveaux États membres. Je ne peux pas vous les donner tout de suite. Ce sera pour un prochain rendez-vous ensemble. Et puis ce qui peut vous intéresser aussi, c'est qu'on commence à... Là, c'est une URL sur un site web accessible. On veut travailler à l'APIisation là-dessus. Ça veut dire vous proposer un endpoint sur lequel, via ProSanté Connect, le professionnel de santé peut récupérer la donnée. Pour finir, pour aller très très vite, on est aussi dans un agenda politique intéressant, présidence française au Conseil de l'UE. Le Conseil de l'UE, c'est la réunion des ministres. Malheureusement, tout ce qui se passe en ce moment, on s'en sollicitait beaucoup sur les affaires en cours dans l'Est. Nous, on a un programme en e-santé fort. On travaille en trio, en fait, 6 mois, avec donc France, République tchèque, Suède. L'objectif, c'est d'avoir pendant tout ce temps-là une continuité de programme. Là-dessus, on propose des événements, 22, on en a labellisé 22 labellisés, 2 institutionnels. Voilà la liste pour faire très vite dans les mois qui viennent. Et je vais passer la main surtout à Thierry Dard, qui va s'occuper du Projectathon, qui va être un élément central mi-mars, dans quelques semaines de là. Et vous pouvez suivre le hashtag là sur les réseaux pour participer à ces événements. Donc, merci beaucoup et on se voit à la suite à l'événement. Merci. Merci Antoine. Je voulais vous parler du Projectathon multivolet du cadre d'interopérabilité des systèmes d'information de santé. Quand on parle Projectathon, c'est quoi un Projectathon? C'est d'abord un hackathon, donc c'est un marathon, c'est 3 jours de tests pendant lesquels les éditeurs vont tester la conformité de leurs interfaces à des spécifications d'interopérabilité, ici des spécifications du cadre d'interopérabilité des systèmes d'information de santé. On parle d'interopérabilité, c'est-à-dire qu'on parle d'échange de données, de partage de données, et on parle d'interopérabilité, c'est-à-dire de standardisation aussi. Donc on va tester des interfaces, les échanges, et on va tester que c'est conforme à ces spécifications. Bien sûr, ces spécifications, elles ont été faites avec les industriels, concertées avec les industriels, et elles sont bien sûr conformes à des normes et des standards d'interopérabilité. Alors, c'est pour qui ? C'est pour essentiellement les équipes techniques des éditeurs du secteur sanitaire et médico-social, et ceci quel que soit le niveau de maturité. Ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est 3 jours où c'est très très intense, mais c'est aussi 3 jours pendant lesquels on va accompagner les industriels, on va aller voir avec eux, on va discuter de leurs problèmes, on va essayer au maximum de les aider, de vous aider,
derrière pour que vous puissiez réussir ces 3 jours, échanger de données, et puis dès que c'est prêt, échanger un maximum de données entre vous. Alors, c'est quand? C'est donc le 14, 15 et 16 mars prochain, c'est très bien, c'est bientôt. Hein. C'est sur Paris Santé Campus, c'est un étage en dessous, hein, ça sera un étage en dessous. Ça sera aussi en mode distanciel. C'est donc un événement qu'on organise maintenant tous les ans. Hein. Là, je vous ai mis la photo du premier Projectathon qu'on a organisé, qui était à Rennes, où vous voyez un certain nombre d'éditeurs et puis nous en train de travailler sur ces aspects. Qu'est-ce qu'on va tester? On va tester essentiellement des spécifications d'interopérabilité qu'on édite. On va tester différentes couches. On va tester sur la couche métier le CDA de niveau 1, c'est le format d'échange et de partage du DMP et de la MS Santé. Et puis on va tester différentes choses dans le domaine de l'anesthésie, biologie, dossier de liaison d'urgence, information de liaison, télémédecine et carnet de vaccination. Ça, c'est pour la couche vraiment métier. Et puis sur la couche service, on va tester la gestion du cercle de soins, le cahier de liaison, la gestion d'agenda partagé, des échanges avec le SAS et le volet SIMDPH pour le médico-social. Et ça sera du FHIR, le nouveau standard, il a 10 ans maintenant, le nouveau standard d'HL7. Puis en couche service, on testera les pièces jointes pour les messageries sécurisées de santé. Alors, ce qu'on peut vous proposer, c'est les inscriptions ne sont pas encore clôturées. Donc, si vous êtes prêts, si vous vous sentez prêts, si vous voulez, vous avez déjà des premiers développements, vous pouvez tout à fait vous inscrire encore et participer à ce Projectathon avec ce lien. C'est totalement ouvert. Encore une fois, l'idée de ce Projectathon, c'est vous aider, vous accompagner 3 jours pendant lesquels on est vraiment à vos côtés pour répondre à toutes vos questions et travailler avec vous. Et puis, si vous ne vous sentez pas très prêt, si vous, derrière, vous dites c'est quoi l'interop, c'est quoi ces normes, ces normes d'échange standard, je ne suis pas prêt. Vous pouvez aussi inscrire à un petit tour, ce qu'on appelait un start-up tour. L'idée, c'est de faire une matinée pendant lesquelles on va discuter essentiellement pour 1 heure ce que c'est que l'interop, totalement de façon ouverte, voir qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça apporte, quel est l'intérêt, quelles sont les normes, les profils, les standards. Et puis on ira après discuter avec quelques éditeurs du Projectathon, développeurs, tout développeurs, vraiment entre développeurs, pour voir qu'est-ce que ça apporte à un éditeur de participer à un événement type un Projectathon. Voilà, je vous ai mis aussi le lien d'inscription. Et si vous ne savez pas et vous avez n'importe quelle question, on est vraiment là pour vous aider. Et n'hésitez pas à nous écrire à ans-espace-de-test.ci-sis@isanté.gouv.fr. On a commencé, bien sûr, je vous ai dit, c'est les derniers jours d'inscription et on a déjà le plaisir de... Alors, c'est les éditeurs inscrits ou en cours d'inscription. On a le plaisir d'accueillir déjà pas mal d'éditeurs. On est très contents et déjà merci pour tous ceux qui viennent et qui nous soutiennent depuis des années maintenant sur cet aspect d'échange et de partage de données. Voilà. Je vais passer la parole maintenant à Sophie Moreau-Favier, responsable de projet à l'ANS. Bonsoir à tous, merci pour ceux qui ont fait le déplacement de nous avoir rejoints à Paris Santé Campus. On est ravis d'avoir un événement en présentiel, ça fait du bien de revoir des personnes. Alors moi je vais vous mettre en visibilité 2 appels à projets qui sont sortis et un qui va sortir prochainement.
Le premier, c'est donc Structure 3.0. Vous en avez sûrement entendu parler puisqu'il date de 2020. On l'avait lancé en 2020 avec une thématique volontairement large pour permettre à des structures du médico-social de candidater sur des sujets qui leur tiennent à cœur, avec un objectif de candidature en binôme, donc à la fois une structure médico-sociale et un fournisseur de solutions numériques. Avec un cofinancement des projets, donc à la fois fournisseurs et structures expérimentatrices, et un triple objectif fixé aux lauréats, c'est-à-dire de tester une solution, de l'évaluer et évidemment de partager les résultats pour aboutir à une commercialisation éventuelle de la solution. Une expérimentation volontairement courte, avec des durées maximum de 12 mois, pour être rapidement dans la réalité. On a une première édition, donc comme je vous l'ai dit, qui va se terminer à la fin de cet été. On est déjà ravis d'avoir cette première session où on a eu donc 140 projets candidats. On avait retenu 10 lauréats. Il y a déjà 8 solutions qui sont expérimentées en ce moment en vie réelle. Ce serait trop long de vous présenter les 10 projets, mais on vous engage à aller sur la page internet où il y a eu des vidéos qui ont été faites de chacun des lauréats. On peut en citer quelques-uns, peut-être API Nomade qui permet d'optimiser le transport des personnes en situation de handicap et du coup de prendre plus de personnes en charge en moins de temps, ou alors la solution Anthrope qui permet d'optimiser la gestion des clés avec un coffre-fort numérique pour faciliter les tournées des personnes, des aides à domicile, pour éviter de chercher les clés et gagner du temps. Voilà, donc ça c'est le premier appel à projet Structure 3.0. La bonne nouvelle, c'est qu'on va en lancer un nouvel appel à projet d'ici la fin du mois de mars, avec une enveloppe dédiée de 3 millions d'euros. L'objectif, c'est de lancer donc l'appel à projet. On vous engage à suivre notre site internet pour avoir l'information, mais évidemment, on la partagera quand ce sera le moment. Une sélection d'ici fin juillet des lauréats, et puis un lancement rapidement dès l'automne des nouveaux appels à projets. La nouveauté, donc, c'est vraiment d'inciter sur les structures sociales et médico-sociales. On va accentuer sur le social. Et l'autre nouveauté, c'est d'impliquer plus largement les éditeurs de dossiers d'usagers informatisés, donc de DUI, pour un interfaçage entre ces solutions numériques et les logiciels métiers des structures pour faciliter l'utilisation des nouvelles solutions. C'est ce qui a peut-être manqué dans la première édition, où finalement il y a des solutions qui fonctionnent, mais comme elles ne sont pas forcément intégrées dans le logiciel métier, eh bien, certains peinent à trouver un marché. Le second appel à projet s'appelle Tiers-lieu d'expérimentation. C'est une action de la stratégie d'accélération du numérique en santé. C'est porté par la Caisse des dépôts et la DNS avec l'appui de l'ANS. On est sur un budget de 63 millions d'euros, donc jusqu'à 2025. L'objectif, c'est quoi? C'est de créer un réseau pérenne de structures expérimentatrices de solutions numériques en santé. Ça aussi, c'est peut-être un écueil du premier appel à projet. C'est finalement, on a des solutions numériques, mais en face, on n'a pas forcément de structures qui peuvent tester des solutions. Contrairement au premier appel à projet qui concerne le social et le médico-social, celui-ci concerne tous les acteurs de santé, donc établissements de santé, structures sociales et structures médico-sociales, donc volontairement large. L'objectif, c'est vraiment de trouver des établissements de santé qui sont en capacité d'accepter, d'expérimenter des solutions numériques, donc vos solutions numériques. L'objectif, c'est de trouver donc 30 tiers-lieux d'ici 2024 et pour tester une centaine de solutions numériques pour favoriser la médecine dite 5P, donc préventive, prédictive, participative, personnalisée et pertinente.
Donc cet appel à projet vous concerne indirectement, puisque vous l'avez compris, on cherche à identifier des établissements de santé ou structures médico-sociales, mais ça peut être intéressant que vous le relayiez, puisqu'à terme, ces structures, évidemment, soit se présentent en ayant déjà des projets à expérimenter, soit dans les prochains mois, voudront expérimenter vos solutions. Celui-ci, cet appel à projet est déjà publié. Il a été publié cette semaine. Donc, on vous engage à aller voir le cahier des charges dans le lien dans ces slides, avec une date limite de candidature au 25 mai prochain. Et si vous souhaitez en savoir plus et avoir la présentation du cahier des charges, eh bien, un webinaire est organisé le 22 mars à 9h30. Là aussi, il faut s'y inscrire. On va faire un petit temps de respiration et prendre quelques questions. Donc, comme on vous l'a dit, on va favoriser les questions des personnes à distance. Et puis, on prendra dans un second temps les questions des personnes présentes à l'issue de l'événement. Avec du champagne, on pourra facilement échanger. Donc on a une première question qui est quelle est la différence entre la communauté créée sur le portail industriel et Genius ? Pardon, j'oublie les règles d'hygiène. Donc Genius, c'est une solution qui se veut nationale. Je veux dire, c'est pas uniquement relié à l'ANS. C'est quelque chose qui est vraiment très très large. La communauté que nous vous proposons au sein de l'Agence du numérique en santé, elle est autour des services et des solutions de l'Agence du numérique en santé. C'est quelque chose qui va vous permettre, d'après ce que vous nous avez remonté comme besoin, d'échanger entre vous sur les solutions que nous vous proposons et d'avoir un accès plus simple à nos experts. Donc on est sur 2 périmètres qui sont complémentaires. Alors, autre question, en lien avec la présentation d'Antoine. Est-ce prévu d'avoir une harmonisation au niveau de l'autorisation de certains traitements réglementés ? Ça va m'être un petit peu difficile de répondre tout de suite à cette question. Maintenant, l'objectif, en fait, c'est de pouvoir aussi harmoniser, de monter des services. Nous, en fait, on est intéressés de regarder ce que font les agences, nos homologues, en fait, dans les autres États membres. Et donc, si on voit des usages, des processus, si on voit des éléments comme ça, un peu d'innovation qui pourraient nous intéresser, on est tout à fait ouvert à l'étudier et proposer, voir comment on peut s'aligner en termes de proposition de valeur, d'usage. Donc, par contre, désolé, je pas forcément, pour être très précis, je peux pas forcément vous donner la réponse tout de suite. Merci. Merci Antoine. Prochaine question pour Thierry. Quand vont commencer à l'ANS les travaux sur la mise à disposition de SNOMED-CT récemment validée par l'État ? Sur SNOMED-CT, les travaux ont déjà commencé. En réalité, les travaux ont commencé notamment sur la contractualisation. On est en cours de réponse à un grand européen pour pouvoir avoir un financement. Et on va revenir très prochainement vers vous, vers la suite concernant la mise à disposition de cette terminologie ou de ces jeux de valeurs, puisque derrière... dans le Ségur Vague 2 se pose la question, en effet, de l'injection de jeux de valeur ciblés sur cette terminologie. Et bien sûr, de toute façon, globalement, il y a une convergence européenne derrière sur cette terminologie. Merci. Et une dernière question pour toi, Sophie. Quel est le lien entre l'appel à projet Structure 3.0 et l'appel à projet tiers-lieu d'expérimentation ? Le lien, c'est plutôt une complémentarité entre les deux. Autant tiers-lieu, ça vise à être beaucoup plus pérenne, puisque c'est 63 millions jusqu'en 2025 pour sélectionner une trentaine de lieux
d'expérimentation. Autant structure 3.0, c'est je finance un binôme fournisseur de solutions numériques structure. Donc c'est un projet limité dans le temps, alors et social, médico-social, alors que tiers-lieu, c'est j'identifie un réseau pérenne de structures de santé sociale et médico-sociale qui peuvent accueillir des expérimentations et tester dans la durée des solutions. Il y a une question en présentiel qu'on va prendre du coup. Ça arrive tout de suite, hein, j'ai tout donné. Hop. Merci beaucoup, Vincent Vercamer de Withings. J'ai une petite question sur l'appel à candidature des tiers-lieux. Est-ce qu'il y aura une trentaine après de tiers-lieux sur le territoire? Est-ce que pour ces tiers-lieux, il y a un peu de travail de l'ANS qui sera fait pour que les processus de candidature des différentes startups qui vont participer aux différents tiers-lieux, ça soit à peu près, on va dire, homogénéisé, même si chaque tiers-lieu aura la liberté éventuellement de choisir ses thématiques, mais que si on fait un dossier pour un tiers-lieu sur une thématique et qu'ensuite on va voir un autre tiers-lieu, ça ne soit pas un processus complètement différent et qu'on doit tout refaire depuis le début. Merci. Oui, effectivement, il va y avoir effectivement un travail, alors avec la Caisse des dépôts qui porte cet appel à projet, effectivement, d'identifier les structures et les projets pour homogénéiser les expérimentations et faciliter le plus largement possible les expérimentations. C'est bon ? Du coup, je vais passer... Non, je passe la parole à personne, moi. Ah, il y a une question, c'est ça encore. Alors, mais on prend plus de questions. Pour les questions, on attend le champagne. Il fallait se déplacer. On va continuer avec une vidéo Paris Santé Campus et puis après on donnera la parole à Céline. Donc, je vais vous présenter la démarche d'innovation de l'ANS pour les entrepreneurs de Paris Santé Campus ce soir. L'ANS est l'un des 5 membres fondateurs de Paris Santé Campus, qui est donc un lieu inédit d'émulation, de rencontres, de partage entre des acteurs publics et des acteurs privés pour vous aider à faire grandir plus rapidement vos projets d'innovation en santé numérique. Donc, Paris Santé Campus a développé une offre d'accompagnement autour de 5 grandes thématiques que vous voyez donc à gauche.
Et l'ANS, oui, à gauche. Et donc, l'ANS va, elle, focuser son accompagnement sur 3 axes particuliers. Les programmes de formation, avec une offre de formation dédiée, l'animation de l'écosystème, avec l'organisation d'événements fédérateurs et la construction d'une communauté, et enfin le soutien et l'orientation à travers un support de proximité. Là, l'idée est donc de vous présenter une première cartographie de l'offre que l'ANS a structurée en gardant à l'esprit en fait de rester proche des besoins des entreprises pour vous proposer en fait un accompagnement vraiment privilégié, un accompagnement aussi évolutif qui va dépendre en fait de la maturité de vos projets pour vous faciliter à la fois l'accès à nos experts et le développement des usages du numérique en santé. Alors on a développé un programme, un catalogue de formation en fonction des domaines d'expertise de l'ANS que vous voyez donc ici. Autour d'outils et de contenus structurants tels que des packs méthodologiques, des fiches pédagogiques ou encore des webinaires thématiques et bien d'autres outils qui vont s'appuyer sur ces 5 piliers dont vous avez entendu parler depuis le début de la présentation. Donc que je vais vraiment reprendre très rapidement, notamment l'introduction à la e-santé avec les différents acteurs et la présentation de la stratégie d'accélération du numérique en santé. Donc ça, c'est pour les gens qui ne sont pas encore forcément très familiarisés avec tout ça. Après, des sujets beaucoup plus techniques d'interopérabilité, dont vous a parlé Thierry Dard tout à l'heure, tous les aspects de cybersécurité et d'hébergement des données, les services et référentiels socles avec en particulier tous les aspects autour de ProSanté Connect, de la messagerie sécurisée de santé ou encore de l'INS, et évidemment toute la partie référencement des solutions avec le Ségur du numérique en santé et mon espace santé dont on vous a aussi parlé tout à l'heure. Il y a ensuite une deuxième brique autour de l'animation de l'écosystème. Donc là, on va s'appuyer sur des outils déjà existants et qui vous ont été présentés à la fois par Thierry pour le Projectathon, les événements avec Nathaël qui vous a présenté les Journées nationales des industriels et les plateformes en ligne avec Gazelle et Cyberveille Santé. Mais on va développer pour Paris Santé Campus une communauté spécifique, une plateforme d'échange en fait spécifique pour les entrepreneurs de Paris Santé Campus et pour l'ANS pour en fait avoir un lieu d'échange, de discussion entre nous. On va organiser des sessions de matchmaking, des rencontres expérimentateurs. L'objet, évidemment, est que vous puissiez rencontrer des établissements de santé ou des établissements médico-économiques pour aller pitcher vos solutions et organiser derrière des expérimentations. Et puis, évidemment, l'organisation de meet-up, donc d'ateliers réguliers sur des thématiques précises. Enfin, une partie soutien et orientation, l'objectif étant de répondre de manière assez pragmatique en fait, aux questions que vous vous posez sur différents sujets. On l'a vu avec Antoine tout à l'heure sur les parties réglementation et spécificités européennes, les différents appels à projets que lance l'ANS pour comprendre comment faire et candidater et obtenir des financements, des deep dive offres et besoins, et vous aiguiller dans vos différentes démarches à travers des parcours guidés. L'objectif aussi, évidemment, est de capitaliser sur les plateformes en ligne déjà existantes qui vous ont été présentées, avec Genius, le portail des industriels sur e-santé.gouv.fr et Convergence pour la partie référencement. Et on va mettre en place aussi toute une série de coaching et mentoring sur des thématiques dédiées, des coachings individuels, des retours d'expérience pour faire vivre en fait toute cette communauté et en fait répondre de manière le plus pragmatique à vos problématiques. Donc vous l'avez compris, l'idée c'est d'être ensemble, d'accélérer vos innovations, de vous aider à construire vos roadmaps et d'anticiper un maximum vos enjeux de mise en conformité. On veut être un facilitateur de votre réussite, être un véritable partenaire sur tous les sujets qui vont nous concerner, l'interopérabilité, la sécurité, le référencement, la conformité, quelle que soit votre phase de maturité finalement, dès la conception, maquettage, prototypage ou encore pendant votre phase de développement. Le deuxième objectif, évidemment, c'est d'accélérer votre time to market, de favoriser votre passage à l'échelle et évidemment votre présence à l'international, en vous proposant à Paris Santé Campus des interlocuteurs en particulier
moi, des interlocuteurs dédiés. Donc je serai présente régulièrement ici, en étant le plus disponible et le plus réactif possible pour répondre à vos questions, pour vous proposer des parcours un peu premium et personnalisés, proposer des diagnostics par rapport à vos solutions, analyser avec vous les différents niveaux de maturité et voir comment on va pouvoir vous aider de manière pragmatique. Et puis, évidemment, vous orienter vers les bonnes personnes au bon moment et vers les bonnes informations aussi en fonction de vos besoins. Le fait d'être à Paris Santé Campus vous permettra d'accéder à certains services un peu en avant-première et un peu en avance de phase. L'objectif est aussi d'être dans une dynamique d'open innovation et de construire ou co-construire les choses avec vous. Donc, n'hésitez pas. On a ouvert une boîte mail innovation@isanté.gouv.fr pour finalement être au plus proche de vos besoins et n'hésitez pas à venir nous solliciter et nous faire part de choses que vous n'auriez pas vues, par exemple, ce soir. Et puis, une dernière chose, si vous voulez nous rejoindre à Paris Santé Campus et vous immerger dans ce lieu assez unique et tout neuf, inventez avec nous la santé numérique de demain. Il y a des appels à manifestation d'intérêt des nouveaux appels à manifestation d'intérêt qui vont être mis en place. Donc, n'hésitez pas. Candidature @parissantécampus.fr. Il ne me reste plus qu'à annoncer, à vous faire partir en fait au CES à Las Vegas avec Thomas, avec le Lab 303 qui va venir nous présenter la suite avec Thomas et Samantha. Donc je vous présente Samantha Donovan. Moi je suis Thomas Gaillet. On est les deux cofondateurs du Lab 303. On est un studio d'innovation. On est là pour faciliter la conception et le déploiement de vos projets et surtout en se basant sur notre veille technologique. Et on est là aujourd'hui pour vous parler de tout ce qu'on a vu autour de cette édition 2022 du CES en faisant un focus sur l'e-santé. Donc du coup voilà, le CES démarre toujours par des grosses keynotes. Donc cette année on a eu General Motors et Samsung qui ont fait des grosses conférences, mais nous on va s'intéresser à Abbott, que vous devez certainement tous connaître, cette grosse entreprise pharmaceutique américaine dont le patron, donc Robert Ford, est venu nous parler de toutes les innovations en R&D qu'ils ont fait ces dernières années, toutes les avancées. Et surtout, leur leitmotiv, c'était comment ils vont faire évoluer tout ce qui était auto-monitoring et comment on va partager toutes ces données avec les professionnels de santé et les chercheurs. Et donc, un de leurs produits phares, c'est leur autotest pour dépister le Covid, qui se fait en 15 minutes. Et ils en ont profité pour l'offrir à tous les gens présents au CES cette année. Et sur ce projet-là, on avait envie de vous faire un petit focus sur la partie écologie, puisqu'en fait, là, on sait qu'avec le Covid-19, on a énormément de ce type de produits qui circulent en ce moment et c'est pas prêt de s'arrêter. Donc là, en fait, ce qui était intéressant, c'est que la plupart du produit est fait en carton. Et donc, on trouvait que c'était intéressant par rapport à cette problématique de pollution sur des produits qui sont ni traités comme des déchets de soins, ni recyclables dans nos poubelles jaunes. Alors un autre produit qu'ils ont mis en avant, c'est un appareil qui permet d'évaluer toutes les situations de traumatisme crânien, donc avec une prise de sang. Et pareil, en 15 minutes, on a un résultat pour savoir s'il est nécessaire ou pas d'aller plus loin et de faire un scanner du patient. Donc l'objectif avoué de cet équipement, c'est vraiment contribuer à éliminer les temps d'attente aux urgences et puis réduire de 40% le nombre de scanners inutiles. Et puis, en revenant un petit peu dans le temps, Abbott, ce sont eux aussi qui ont sorti ce produit-là qui est disponible depuis la fin 2020 en France. Donc c'est un capteur portable pour surveiller votre taux de glucose en continu, donc pour les gens diabétiques. Et comme vous le voyez, il est minuscule, il est hyper fin, il fait la taille d'une pièce de 5 centimes et du coup beaucoup moins gênant pour les utilisateurs. Et leur grande finale de conférence, c'était d'annoncer ce nouveau projet qui s'appelle Lingo,
Donc l'objectif, c'est d'écouter et de comprendre ce que votre corps a à vous dire. Et donc toujours avec ce petit capteur, ils ont rajouté 4 grands marqueurs qui va permettre de détecter et d'anticiper de nombreuses maladies. Et on pense vraiment, voilà, vu la taille et la simplicité de ce capteur, que ça va vraiment chambouler beaucoup de choses dans le monde de la santé. Et surtout, ça va permettre aux patients de reprendre la main un petit peu sur leurs données santé. Ouais, c'est ça, Thomas. Et en fait, la force du dispositif, c'est vraiment que le parcours du patient va être facilité parce qu'on va moins le gêner dans sa routine et que les outils, les produits qu'on va coller sur lui, ou en tout cas qui vont l'aider autour de lui, vont être beaucoup plus discrets. Donc, on va augmenter son confort et on va faire ça en réduisant sa charge mentale sur la partie surveillance et justement grâce à cet appareillage qui est beaucoup moins contraignant. Et donc là, nous, ce qui nous a vraiment plu dans cette approche-là, c'est qu'on voit qu'on a une vraie approche plus holistique du bien-être, en fait. Donc ensuite, on va avancer dans les stands de ce CES et on va vous parler connectivité. Donc c'est la petite partie technique de cette présentation parce qu'il y a eu 4 points vraiment incontournables et qui ont un impact sur l'e-santé notamment. Et il y a eu énormément d'annonces sur toutes les nouvelles normes de connexion. Donc la 5G, vous connaissez tous, au CES, on n'en est plus là. On a déjà annoncé la 6G qui va permettre de la diffusion de la donnée beaucoup plus rapidement, avec moins de latence. Concrètement, ça va être aussi des images et des vidéos de bien meilleure qualité. Donc on imagine que ça va pouvoir encore plus servir à des opérations chirurgicales à l'autre bout du monde, avoir des images de meilleure qualité, des images en 3D et autres. Une autre annonce qui est le Wi-Fi 7, pareil, alors là on est en train de parler c'est 4 fois plus rapide que le Wi-Fi 6, donc ça veut dire que tous les équipements qui vont arriver l'année prochaine au CES seront avec ce standard-là. Et puis une troisième techno qui est un petit peu timide mais qui commence à apparaître, qui est en fait la possibilité de recharger tous vos équipements recharger électriquement tous vos équipements par les ondes radio. Donc vous imaginez un petit peu tous les objets que vous pouvez posséder chez vous. Maintenant, on retire le câble d'alimentation, donc vos claviers, vos écrans, vos souris, tout ce que vous voulez. Voilà. On n'a plus besoin de se préoccuper, ça va se recharger tout seul. Donc un des premiers gros industriels à se lancer, c'était Samsung, qui nous montrait sa nouvelle télécommande. Donc voilà, plus de piles, et la télécommande se charge tout seul par les ondes radio. Ça va vraiment, je pense... chambouler beaucoup d'objets que vous possédez, que ce soit chez vous ou autre, et dans l'approche et dans le design et dans la taille des objets. Et puis le dernier point, qui est un des plus importants pour nous, ça s'appelle Matter, c'est un tout nouveau standard domotique qui vise à unifier la communication de tous les appareils, quelle que soit leur marque, quelle que soit leur plateforme. Et ils ont réussi à fédérer un maximum de gens. Ils ont eu la bonne idée de démarrer par les plus gros, que ce soit Amazon, Apple, Google. Et puis, lors de ce CES, il y a énormément d'entreprises qui ont adhéré à ça. On parle d'IKEA, Legrand, Philips, Somfy. Enfin, voilà, il y en a en tout maintenant plus de 350. Et le truc, c'est que ça sort maintenant, c'est-à-dire premier trimestre 2022. Ça va vraiment changer beaucoup de choses. Oui, parce qu'en fait, on parle d'un protocole universel, en fait, donc ça va vraiment démocratiser l'usage des objets connectés. C'est des systèmes qui vont être compatibles entre eux et qui communiquent aussi entre eux. Du coup, il va y avoir une vraie simplification côté expérience utilisateur sur l'expérience connectée. Et il y a un petit focus aussi à faire sur la sécurisation, parce que c'est ça qu'on reprochait beaucoup à l'Internet des objets connectés. En fait, là, il y a des protocoles qui vont être mis en place et qui vont sensiblement augmenter la sécurisation sur ce côté-là. Et puis on avance, et là on va parler de la partie santé et bien-être, qui a la chance de se trouver juste au-dessus de l'Eureka Park, là où il y a toutes les startups. Donc c'est un des endroits les plus visités du CES, et qui n'arrête pas de nous proposer toujours de nouvelles choses tous les ans. Ça ne se réduit pas, bien au contraire, ça n'arrête pas de s'agrandir. Avec notamment, encore une fois cette année, énormément de choses autour du monitoring du sommeil, quelle que soit sa forme, des choses qui se glissent sous l'oreiller, qui se glissent sous le matelas, voire même des oreillers connectés. On voit vraiment énormément de choses là-dessus. C'est un sujet qui continue énormément à évoluer et à intéresser les gens.
Et puis un autre produit qui nous plaît bien aussi, donc de Weezings, qui est leur nouvelle balance connectée, qui cette année a une petite barre en plus qu'on peut attraper et qui permet d'avoir le contact des mains et qui permet de faire encore plus de nouvelles mesures, notamment un bilan cardiaque avec un électrocardiogramme et tout un tas de détections de diabète de type 2, ainsi de suite. Donc pareil, beaucoup de prévention et d'analyse de votre usage au quotidien. Et là, un autre objet qui me plaît bien à moi, la Bibalance de Barracoda, qui n'a pas été présenté cette année. Donc là, je vous propose de faire un petit retour en arrière en 2020. Et je crois que je parle sous leur contrôle, s'il me semble bien, parce qu'ils sont dans la salle. Là, en fait, donc, Barracoda est une entreprise française qui propose des objets connectés du quotidien. Là, ce que vous voyez sous vos yeux, c'est un tapis de bain qui s'intègre parfaitement dans votre routine. Il va du coup mesurer votre équilibre et votre posture, envoyer toutes les données dans une application pour faire une analyse qui vous fera de la recommandation voilà, autour pour votre santé. Ce que j'ai moi particulièrement aimé, c'est l'approche qui est vraiment sur la prévention. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on vous le présente aujourd'hui. Ça me permet de faire la transition avec un deuxième objet qui est l'objet de cette année, présenté par toujours la même entreprise, Barracoda. C'est un thermomètre. Ce thermomètre, je l'adore parce qu'il est sans plastique, il est sans mercure et il est sans batterie. C'est-à-dire qu'en fait, la prise de mesure se fait assez simplement. En secouant quelques secondes, vous libérez suffisamment d'énergie pour faire une prise de mesure. Ces données vont être envoyées sur l'application également et pourraient être attribuées à n'importe quel membre de votre famille et vous pourrez rajouter des informations comme par exemple la prise de médicaments ou d'autres choses. Ce que j'aime sur ce projet-là, si on met à part la partie applicative, c'est que c'est vraiment des projets qui s'inscrivent dans des logiques de low-tech et ça me parle plutôt. C'est pour ça que je vous présente ce projet aujourd'hui. Alors, une autre société française qui a pas mal fait parler d'elle aussi au CES, c'est Erxome, que je prononce peut-être très mal, qui proposait un masque qui filtre simplement l'air que vous respirez. Donc, il enlève tout ce qui est pollution, il décontamine l'air, et notamment des virus et même le Covid. C'est pour ça qu'il a beaucoup fait parler de lui. Une autre entreprise française qui nous a beaucoup plu et qui est celle qui a gagné un prix cette année au CES, qui s'appelle Graphil, qui font tout un tas de produits à base de graphène. Et cette année, ils ont proposé un testeur pour savoir si vous aviez le Covid ou pas. Mais il est comment dire, sans pile et il est ultra rapide, c'est-à-dire que vous avez le résultat en 5 minutes. Et en plus, il est réutilisable, c'est-à-dire que vous avez la partie haute qui peut se détacher et qui peut se réutiliser ailleurs. Et vous avez d'ailleurs sur l'image les différentes formes que ça peut prendre. Vous avez la première de gauche où vous avez un résultat tout de suite visuel et les deux autres qui sont à travers un QR code ou un NFC pour envoyer le résultat uniquement à votre téléphone dans des soucis d'anonymisation du résultat. Donc ce qu'on aime bien, c'est voilà, ce côté instantané, réutilisable. C'est vraiment fait pour s'il y a un problème à un endroit où il y a beaucoup de monde, vous imaginez un événement, une salle de concert, par exemple ici ou autre, on arrive avec nos petits tests et on peut tester tout le monde de façon extrêmement rapide. Et pour mémoire, Graphil, voilà, c'était aussi eux qui avaient proposé il y a quelques années un pansement qui avait un capteur pour pouvoir monitorer la cicatrisation des plaies. C'était aussi vraiment très pertinent. Autre société, encore une société française, LexiLife, que vous connaissez peut-être, parce que ça fait déjà un certain temps qu'ils proposent leurs produits. C'est une lampe connectée pour aider les personnes dyslexiques. Donc en fait, la lumière qui est diffusée, elle est modulée, et en fait, elle estompe l'image miroir qui est perçue par la majorité des personnes dyslexiques. Donc ça les aide à lire. C'est un vrai plus, un vrai confort de lecture. Pour qu'ils puissent se sentir de mieux en mieux, réapprécier la lecture, améliorer leur confiance en soi. Donc voilà, on aime bien et c'était leur tout nouveau modèle, la version 3. Ensuite, on a vu ça aussi, Insulette, qui proposait pour les diabétiques un petit système de patch d'administration d'insuline automatisé. Celui-là, on l'a vraiment trouvé pertinent. Tous les ans, il est de plus en plus petit et optimisé. Et on imagine que voilà, au quotidien, c'est un vrai confort pour les utilisateurs.
Ouais, parce qu'il est sans fil et sans piqûre, donc ça veut dire qu'en fait là on va administrer les doses à travers un bouton sur l'interface mobile. Et donc là on a une approche qui va vraiment faire la différence pour l'utilisateur final, puisqu'il est beaucoup plus libre, ça augmente les possibilités pour lui dans son choix de traitement, et du coup il peut l'adapter aussi à son style de vie. Un autre produit qui vient du CEA, je trouve ça assez étonnant, qui s'appelle donc Folony. Là, on est sur une prothèse de genou qui est bardée de capteurs. Et ce qu'on a trouvé vraiment pertinent, c'est que la problématique, elle a vraiment été conçue pour revoir l'intégralité du parcours. C'est-à-dire qu'on va d'abord scanner le genou du patient, on va lui générer une prothèse sur mesure qu'on va imprimer en 3D. Ensuite, avec les capteurs qu'il y a dedans, pour le chirurgien qui va installer la prothèse, il va pouvoir s'équiper d'un casque de réalité mixte pour pouvoir vraiment le positionner dans la meilleure position. Et ensuite, après, on a la détection d'infection et de l'aide pour la rééducation. Donc vraiment, on a le parcours de bout en bout, complet. Trouvé ce projet vraiment pertinent. Un autre type de produit qui nous vient de Taïwan, là c'est un capteur à positionner au-dessus d'un ou plusieurs lits et qui va permettre de monitorer les signes vitaux de la personne qui est dans le lit. Donc on a la température, le rythme cardiaque, la respiration, voire même si vous êtes resté trop longtemps dans le lit ou si vous venez de tomber du lit. Et l'avantage, c'est que donc, ça s'adresse bien sûr soit aux hôpitaux, puisqu'il peut monitorer une pièce entière, donc plusieurs lits en même temps, soit pour les particuliers. Et voilà, pardon. Et donc là, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on va simplifier le parcours des deux côtés, côté patient et côté professionnel de santé, puisqu'on n'a pas de connexion du patient au dispositif, donc un gain de temps. Et ensuite, la couche d'IA va aider à la décision, va rationaliser l'intervention du personnel médical. Et ça, quand on sait qu'on a un problème sur la pénurie de soignants qui va peut-être ne pas cesser d'augmenter plus tard, c'est quand même des bons points. Ensuite, du côté patient, on a une réduction du temps d'intervention sur son problème, puisque du coup, on est rationalisé avant. Et on a aussi ce côté aspect des données anonymisées, et donc un respect de son intimité. Et en plus, voilà, je retrouve ce que je veux dire, c'est que du coup, il n'y a aucun capteur à mettre sur lui. Voilà. Oui, c'est ça, tout est au-dessus, et en fait, voilà. Toujours sur la partie télésurveillance, on a trouvé cette entreprise assez intéressante. Donc c'est une plateforme et des objets connectés autour de la télésurveillance. Ce qu'on a trouvé vraiment intéressant, c'est la gamme de produits qui est extrêmement vaste, puisqu'on est en train de voir, il y a des bracelets, des colliers, des montres, mais aussi des gros appareils avec un bouton d'urgence s'il faut. Enfin voilà, une gamme de produits vraiment énorme pour s'adapter aux individus en fait. C'est ça. Et moi, ce qui me touche sur ce genre de projet, c'est que là, on va toucher vraiment, on va donner une vraie réponse du fait de la variété à quelque chose qui m'importe beaucoup, moi, personnellement, c'est l'intégrité de la personne qu'on va observer. Du coup, en associant des capteurs qu'elle va porter sur elle à des capteurs qui sont capables d'envoyer la donnée à l'extérieur, on a un monitoring à distance et on a la possibilité de doser la gestion de l'intrusion qu'on va avoir chez elle ou au moment où on la contrôle. Ça, c'est des choses que je trouve vraiment intéressantes dans ce type de projet. Et puis une autre découverte, une autre tendance, c'est pas mal d'équipementiers audio qui se lancent dans la course aux appareils auditifs. Donc là, notamment Bose qui a beaucoup fait parler d'eux, puisque avec leur expérience de 58 ans dans les appareils audio de haute qualité, voilà, ils amènent tout leur savoir-faire, et notamment là, toutes les interfaces sur l'application mobile, qui est vraiment un cran au-dessus de ce que peuvent proposer d'autres qui sont déjà sur ce marché. Ouais, l'innovation en plus sur la partie appareil auditif, c'est on supprime complètement l'intermédiaire en fait, entre l'appareil auditif et le téléphone. Avant, il fallait s'équiper d'un collier, là, il a disparu. On voit déjà des initiatives comme ça qui sortent, notamment chez Siemens, mais ce n'était pas encore très très répandu. Donc là, c'est hyper intéressant. Au niveau du cas d'usage, c'est que voilà, quand la personne va décrocher son téléphone, si elle n'a pas son appareillage sur elle, ça prend un temps. Il va falloir qu'elle décroche, qu'elle dise à la personne qu'elle a au téléphone, je te laisse 2 secondes, il faut que je mette mon collier. Et ça gêne des deux côtés. Donc c'est le genre d'initiatives qui nous plaisent parce qu'elles vont vraiment relever des freins et des irritants chez ces personnes-là dans leur vie quotidienne.
Deuxième chose qui est assez étrange, assez à noter en fait, c'est qu'on voit de plus en plus d'acteurs comme Bose, qui originellement ne font pas du tout de l'appareil auditif, qui arrivent sur ce marché. Et on peut commencer à dire que c'est une vraie tendance qu'on observe depuis ces 2 dernières années. Alors, eSyncWave, ça c'est moi qui vais le faire. C'est notre petit objet insolite du CES 2022. Ce casque, c'est un casque qui est donc prêt à porter, qui est dédié à prévenir certaines maladies comme Alzheimer en faisant de l'analyse des ondes cérébrales. Couplé à des analyses de battements de cœur, ce système serait capable de voir des choses que d'autres systèmes ne verraient pas. Ce qui nous a attiré sur le stand avec Thomas, c'est la forme qu'a l'objet, parce qu'il est vraiment très designé. On a déjà vu pas mal d'initiatives ailleurs, mais jamais aussi poussé que ça, parce que là, il ressemble vraiment à un wearable. Pour vous dire un peu ce que c'est, voilà, on dirait qu'on peut le porter sur nous tout le temps. Donc moi, j'ai vraiment testé ce casque sur le stand. J'y suis allée. Donc la promesse affichait au départ 5 minutes d'équipement, 10 minutes de prise de mesure, merci, de captation. Donc on est allé sur place pour tester. Donc, dans la réalité des faits, on se rend compte que c'est pas exactement aussi facile, puisqu'il faut pas moins de 2 personnes pour me mettre le casque sur la tête, et que finalement je passe de 5 minutes de mise en place à 20 parce que j'ai des cheveux. Et donc du coup, voilà. Donc apparemment, difficulté des électrodes à se connecter à mon crâne, donc je mets 20 minutes. Sur la partie... Oui, c'est ça. Donc sur la partie prise de mesure, par contre, on était sur du 10 minutes comme prévu, pas de souci. Ce qui était intéressant dans ce projet, ce qu'on voulait voir avec Thomas, c'était la couche d'IA qui était proposée dessus, puisqu'il proposait une analyse simplifiée, lisible par des individus divers, avec des infographies assez simples. Et voilà, donc on voulait voir un peu ce qu'ils étaient capables de faire. Et finalement, on n'a jamais eu les analyses qui ont été prises sur moi au CES. Et en fait, ça nous permet de passer un petit message, parce que je pense que je vous apprends rien, mais comme ça nous permet de le rappeler. Au CES, on voit des choses qui fonctionnent, mais parfois on ne sait pas ce qu'on regarde. En fait, on va exactement savoir quel est le niveau de maturité des produits sur lesquels qu'on est en train d'observer. En fait. Typiquement, ce projet-là, c'est un projet sud-coréen. On ne sait pas du tout s'il est validé par la FDA, et on ne sait pas du tout non plus quel est le niveau de maturité du produit. Nous, on y est allé parce qu'au niveau de la promesse, du marketing et de la communication, c'était un truc de fou. Et en fait, force est de constater que le fait de ne pas recevoir nos données par mail, ça nous pose question. Ça nous fait penser à tout un tas d'autres produits qu'on voit au CES. Un qui vient à l'esprit, c'est la fameuse casquette qui est bardée de LED rouge à l'intérieur et qui est censée vous aider à vous faire repousser les cheveux. C'est tout ce que c'est une blague, ça ne marche pas, mais ça fait 5 ans qu'il est là au CES et qu'il ramène son produit tous les ans. Ouais, donc voilà, faut toujours qu'on regarde, qu'on teste, mais voilà, on prend toujours un petit peu de recul pour voir si ça va vraiment être pertinent ou pas. C'était le focus cheveux, donc voilà. Du coup, ça me fait penser à cette entreprise israélienne qui s'appelle Bina.ai, qu'on aime bien parce que ça fait un moment qu'ils sont là, qui eux proposent une application mobile où vous faites 1 minute de vidéo de votre visage. Et grâce à ça, et grâce à l'IA qu'ils ont derrière, ils vont être capables de restituer tout un tas de mesures. Donc là, on parle de fréquence cardiaque, de tension artérielle, de niveau de stress, d'oxygène dans ce temps, enfin voilà. Et cette année, ils sont venus avec une nouvelle mesure qui est la pression artérielle. Et c'est cyclique, tous les ans, il y a toujours des détracteurs, des gens qui disent non mais votre truc ça marche pas, ça sert à rien, ou ça marche mal, sauf que voilà, ils ont une IA tellement pertinente et énormément de données que ça finit toujours pareil, c'est-à-dire ils éduquent leur IA, ils ont des résultats vraiment pertinents, ils se font valider par la FDA ou autre, et du coup les détracteurs se calment, et l'année d'après ils reviennent avec encore une nouvelle mesure. Je trouve ça étonnant, ça n'en finit pas, ça fait plus de 3 ans que je les suis, et tous les ans ils arrivent avec des nouvelles mesures. Donc eux, leur business model, c'est de revendre cette application aux marques blanches, notamment à des assureurs. Donc ils ont signé pas mal de contrats. Là en Europe ils sont avec Generali. Ils sont aussi présents au Japon et au Canada. Donc voilà, c'est vraiment étonnant. Si vous avez l'occasion, je vous invite vraiment à aller sur leur site, à le tester. Oui, alors moi je te suis et j'ai adoré le projet aussi parce que je ne le connaissais pas avant. Mais par contre, moi je mettais un gros warning sur l'éthique par rapport à ces services dans lesquels on va, enfin par rapport aux services dans lesquels on va intégrer cette technologie, pardonnez-moi. Là on parle d'assurance, donc du coup il y a certaines dérives qui est
qui sont évidentes, qui pourraient être mises en lumière à l'usage à long terme sur ce type de projet. Je voulais juste faire un petit focus sur l'éthique. Donc à faire attention, voilà. Un autre produit qu'on a vu émerger cette année, des cabines connectées qui sont là pour vous scanner complètement et créer votre jumeau numérique, votre double numérique. Donc, vous allez voir, c'est un concept dont on va parler assez souvent dans cette présentation. Alors eux, ils sont vraiment axés pour les grands sportifs de haut niveau. Donc le but, c'est vous rentrez dans la cabine, ça vous scanne, il y a un peu plus de 300 métriques corporelles, et ça vous fait derrière une recommandation nutritionnelle, et surtout un programme d'entraînement sur mesure en fonction de vos besoins et de vos objectifs spécifiques. Donc on parle là de pourcentage de graisse, de pourcentage de muscles, d'âge, de besoins caloriques, et ainsi de suite. Donc, voilà, ça, on va certainement voir fleurir ça dans certaines salles de sport de haut niveau. Et puis, chez Dassault Systèmes, le même concept, il nous propose, pareil, de faire notre double numérique, donc là, un peu plus poussé, c'est-à-dire, on vous scanne intégralement, vous avez votre jumeau numérique, mais on va l'alimenter avec toutes les autres data santé qu'on va posséder sur vous. À chaque fois que vous allez faire un scanner, une radio, tout ce que vous voulez, une prise de sang, on va alimenter en permanence votre double numérique. L'intérêt, c'est quoi? C'est demain, vous avez une chirurgie un peu compliquée à faire, votre chirurgien il va pouvoir s'entraîner sur votre double numérique, ce qui est plutôt rassurant, ça va éviter les boulettes derrière. Et pareil sur de la prise de médicaments, il y a une IA qui est capable de regarder quelles vont être les incidences de cette prise de médicaments sur votre jumeau numérique, ou pareil de vous aider à créer des médicaments sur mesure. Donc ça, c'est vraiment le gros truc qu'on a vu partout au CES, et vous allez voir, on va en reparler. Et puis on finit sur cette petite boîte Fluision, qui est un leader en microfluidique. C'est un tout petit laboratoire, c'est plus petit qu'une boîte à chaussures, et ça va imiter tous les organes vivants, comme la peau, les poumons, le cerveau. C'est bourré d'IA, et le but, c'est bien évidemment de faire des grosses avancées sur la compréhension du vieillissement, sur la personnalisation des traitements, sur le développement de médicaments ou des études de maladies infectieuses. Et là, en fait, on peut estimer qu'on a une sorte d'autre approche, un autre point de vue du double numérique. Donc maintenant, on va sortir, on va aller dans les autres allées du CES, mais vous allez voir, tout ce qu'on va voir a un rapport de près ou de loin avec la santé. Donc notamment sur la partie transport et robots, à commencer par cette entreprise Sierra Space qui nous proposait tout simplement leur navette spatiale de 9 mètres de long, un truc assez impressionnant. Elle était sur le parking du CES, on pouvait la voir. Donc le but, c'est de faire une navette pour transporter du matériel et des personnes, donc à l'ISS, à la Station Spatiale Internationale, mais pas que, parce qu'en fait, voilà, en discutant avec eux, on découvre que aujourd'hui, les industriels qui veulent faire de la R&D dans l'espace ou en apesanteur, ils louent un petit bout de l'ISS, ils louent un moment pour faire des tests et faire de la recherche, mais une fois que c'est fait, il n'y a plus rien. Donc en fait, on a découvert qu'ils sont en train de préparer la construction d'une deuxième station spatiale. Alors elle ne sera pas internationale, elle sera privée, elle sera pour des entreprises, pour des industriels, pour qu'ils puissent venir travailler dans l'espace et en apesanteur. Et donc vous avez devant vous le futur taxi de ce genre de station. Et donc voilà, il peut décoller depuis n'importe quel aéroport du monde, pourvu qu'il ait la piste suffisante. Donc voilà, on a trouvé ce modèle vraiment étonnant. Là, ils viennent de signer avec la NASA pour faire une quinzaine d'allers-retours pour l'ISS, et ils vont enchaîner. Et donc, ils annoncent que cette future station, elle sera là d'ici 8 ans. Donc ça va aller assez vite. Une autre innovation, un robot que vous avez peut-être vu, parce qu'ils ont fait beaucoup parler de lui. Donc c'est Ameca. Un projet anglais, donc. Donc là, en fait, en termes de R&D, on est vraiment sur ce qui se fait de mieux à date sur l'état de l'art aujourd'hui, sur les humanoïdes en tout cas. Il a été proposé, ce projet-là, enfin, elle a été dévoilée à Ameca pour la première fois au CES cette année.
Elle est assez impressionnante à voir. Nous, on a pu lui parler parce que au niveau du visage et de la gestuelle des mains, déjà, c'est très bien connecté et en plus de ça, c'est très bien exécuté. On avait un problème à l'époque. On a presque envie de développer de l'empathie pour elle. Je dis presque parce qu'en fait, au niveau de la bouche, on a encore des soucis d'animation qui font qu'on ressent une certaine forme de malaise quand on lui parle. Par contre, dans les interactions, dans les échanges, elle est capable de répondre assez finement et de comprendre un certain nombre de choses de contexte. On ne va pas encore aller jusqu'à des choses comme l'humour noir ou des choses comme ça, mais on arrive assez loin. Et là, vous me dites, quel est le rapport avec la santé ? Eh bien, imaginons qu'avec... en fait, là, on est arrivé suffisamment loin sur ce type de produit, enfin d'humanoïde, pour imaginer intégrer ce genre de technologie au contact de patients, notamment, on pourrait imaginer sur des sujets d'accueil. C'est d'ailleurs un des use cases qu'on avait pu voir. On a vu aussi énormément d'entreprises qui se spécialisent de plus en plus dans la robotique de service. Donc là, on vous a mis un exemple avec des robots qui font le ménage, des robots qui désinfectent, des bras qui font différentes choses. Et celui qui nous a assez intéressé, qui s'appelle Labrador, qui est un petit robot de service intérieur, qui vise très clairement les seniors ou les personnes handicapées. Et donc c'est une table que vous appelez par la voix et qui s'approche de vous au besoin. Ouais, ça c'est des projets qui nous intéressent aussi parce qu'en fait on voit qu'ils partent vraiment des irritants réels des gens et que parfois les problématiques elles sont toutes bêtes. Donc c'est vraiment des solutions qui vont être concrètes en fait face à des irritants sur des populations handicapées ou de personnes âgées. Et en fait, ils ont réfléchi à combler certaines limites du corps avec, par exemple, de la voix, où on les empêche, enfin, on les aide aussi à ne plus avoir à décharger ou à charger des choses, ou ne serait-ce qu'à faire des allers-retours dans les maisons. Donc, c'est vraiment des projets très humain-centrés qui nous touchent particulièrement. Ensuite, on va aller sur la partie alimentation. On a vu des projets pareil, assez étonnant, à commencer par cette start-up coréenne qui s'appelle Beyond Honeycomb, qui a pour projet tout simplement de reproduire avec exactitude tous les plats des grands chefs et de les mettre à disposition du plus grand nombre. Donc ils ont démarré, c'est un très vaste projet qui va leur prendre beaucoup de temps, ils ont démarré par s'intéresser à la partie cuisson pour l'instant, en s'équipant d'un énorme four bardé de capteurs, bardé d'IA, qui va comprendre et interpréter le temps de cuisson de tel ou tel plat. Et on imagine toutes les étapes d'après, qui va être de la sélection des bons produits et toute la gestuelle qui est nécessaire pour arriver à ça. Ce qu'on trouve intéressant, nous, c'est qu'une fois que ce projet-là sera fait, on imagine très facilement des plats, non pas de grands chefs, pas forcément, mais des plats qui sont estampillés par des experts comme étant avec une bonne qualité nutritionnelle ou comme étant sains ou tout ce que vous voulez, et qui va pouvoir être rendu disponible, que ce soit dans des hôpitaux, dans des cantines scolaires ou tout ce que vous pouvez imaginer. Une autre encore entreprise coréenne qu'on suit depuis un petit moment, qui nous intéresse particulièrement, qui s'appelle Nuvilab, qui elle a pour mission de lutter contre le gaspillage alimentaire. Donc là, ça s'adresse au restaurant d'entreprise ou en cantine scolaire, où vous venez scanner votre plateau une fois que vous avez pris tous vos produits, et vous le scannez une deuxième fois lorsque vous rendez votre plateau. Donc il va analyser toutes les portions qui n'ont pas été mangées, tout ce qui a été gâché et autres, pour optimiser et faire des recommandations aux cuisines. Mais surtout, au bout d'un moment, ils ont complètement changé et ils se sont dit, bah tiens, on va aussi analyser le nombre de calories qu'il y a sur le plateau et commencer à faire de la recommandation nutritionnelle pour tous mes utilisateurs. Donc eux, ils sont en train de se déployer en Europe et on a hâte de voir ce que ça va donner. Et puis, pour finir sur l'alimentaire, aussi énormément de projets et de solutions autour des fermes verticales, qui est un sujet qui nous intéresse beaucoup. Alors, je ne vais pas tous vous les citer, mais on en a vu énormément. Ils ont tous beaucoup de choses à apporter. Il y a encore toujours un petit problème de rentabilité d'énergie. C'est pour ça que ça n'explose pas complètement, mais c'est vraiment en passe d'être réglé. Par contre, le truc qui est très intéressant, c'est qu'ils sont en amélioration continue.
et ils s'équipent tous d'IA qu'ils alimentent avec toute leur expérience et qui commencent à être de plus en plus performants sur l'optimisation et la recommandation de comment arriver à faire bien pousser telle ou telle plante. Et voilà, on a vraiment hâte de voir. Là, l'entreprise que vous voyez là, Ensing, spécialisée en plus de tout ça, c'est l'ensemble de ces fermes sont faites à partir de caissons de transport pour encore limiter les coûts et les frais d'investissement. On va sortir de ça pour terminer sur les smart cities et avec une entreprise qui propose aussi de faire le jumeau numérique des villes. Alors c'est pas nouveau, ça existait déjà depuis un petit moment, mais là ça s'accentue encore plus. Donc l'objectif, je duplique complètement ma ville et je vais pouvoir optimiser, planifier toute mon exploitation, toutes mes finances, toutes mes prises de décision. J'ai une nouvelle tour qui va s'implanter. Je vais regarder quels vont être les impacts en termes de pollution, de consommation d'énergie, de déplacement de population. Et je vais pouvoir tester encore plus de choses. La grosse nouveauté, c'est que toutes ces solutions commencent à avoir des IA éduquées avec des vraies villes, des vrais cas d'usage. Et ça commence à être de plus en plus pertinent. Ouais, on va accélérer. Une autre solution, du coup, là autour de l'eau, qui va analyser et monitorer la mesure de la qualité de l'eau qui arrive dans les villes et la distribution de l'eau pour réduire les coûts et la consommation. Et pour finir, c'est Motoff, qui est l'équivalent de la nouvelle version de l'homme sandwich, c'est-à-dire que c'est un panneau publicitaire que vous disposez sur une voiture. Sauf que ce panneau, il dispose d'une trentaine de capteurs et il va générer une centaine de données différentes, puisqu'il va se balader partout dans la ville. Donc il va mesurer la pollution de l'air, la température, l'analyse du trafic et autres. Et il va alimenter ce jumeau numérique pour pouvoir contribuer à l'évolution de ces villes. Le truc qui nous a fait rire, c'est que du coup la publicité affichée, elle est en fonction de tout ce qu'il arrive à capter. Donc s'il y a de la pollution de l'air, il va peut-être vous recommander une crème pour la peau, ou s'il vous voit avec un café, vous balancez une dernière pub. Voilà, on a fini avec cette présentation. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ces derniers temps. Je vous propose juste d'atterrir avec les 3 points clés à garder en tête du coup, de tout ce que vous avez vu jusqu'à maintenant. Le premier, c'est donc de nouvelles normes de connexion, avec notamment ce gros projet Matter, qui est un protocole universel qui va unifier les objets connectés. L'accélération donc des usages autour de la smart home. Le deuxième, c'est un engouement sur l'auto-monitoring, donc plus de partage de données, plus de profils de professionnels de santé, une ouverture vers une autre échelle de gouvernance, et pour toujours le même objectif, proposer de meilleures solutions au plus grand nombre de personnes. Et le troisième, c'est que j'attire votre attention sur on attire votre attention sur le double numérique, qui est super. On a passé le cap du signal faible là, en fait, avec des projets comme on vous a présenté. Du coup, c'est vraiment un outil important de demain. Il faut le garder en tête et il faut vraiment le surveiller. Et voilà, c'est tout. Très bien. On a dépassé le temps. Merci beaucoup. Et on reste à votre disposition. Voilà, on va rester là toute la soirée. Merci. Voilà, nous sommes un peu en retard sur le programme, mais j'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. On espère que vous avez pu découvrir l'ensemble des services que l'ANS met à disposition, sur lesquels elle travaille pour vous simplifier l'accès aux démarches d'abord. Et puis là, je pense qu'effectivement, avec le tour d'horizon qui vous a été proposé, il est très complet, notamment sur les innovations dans le domaine de la e-santé. Je pense que vous l'aurez compris au cours de cette conférence, nous sommes à votre disposition pour vous aider à promouvoir la santé numérique, et puis accélérer la mise en conformité de vos produits et services. Ça, je le répète, mais effectivement, c'est une réalité. Et puis, on reviendra très prochainement vers vous pour finaliser notre offre
à destination des startups qui ont rejoint Paris Santé Campus, et puis celles qui le rejoindront, pour finaliser cette offre. Donc là, ça sera prochainement pour conclure et puis vous écouter aussi sur cette démarche. Puis en attendant, je vais vous inviter à venir continuer nos échanges au cours d'un cocktail dans un mode plus informel. Voilà, merci beaucoup à tous pour votre participation.